Soyez les bienvenus, c'est lundi avec les vraies voix. On espère que tout va bien, que vous avez passé un très bon week-end. Vous nous avez beaucoup manqué. Hein, Philippe David? Absolument. Vous nous avez manqué. On est toujours aussi heureux de vous retrouver le lundi soir à 17h. Ah voilà, et jusqu'au vendredi. Absolument. Ah, voilà. Mais là, jusqu'à 20h du lundi au jeudi et de 17 à 19 le vendredi. Ah, mais il y a de la nouveauté ce soir sur Sud Radio. Il y a de la nouveauté. Alors d'abord, on va attendre pour dire qui était autour de cette table. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Ça va Samuel? Bonsoir. Bonsoir. Ça va. Moi, je suis pas venu pour débattre, moi je suis venu pour la nouvelle émission. Voilà, ça, on va en parler dans un instant. Faut attendre 3 heures alors. Luc Gras est avec nous, politologue, médiateur et ancien professeur de droit constitutionnel et auteur de ce livre que je vous recommande, La démocratie en péril. Ça va Luc Gras? Une très bonne lecture pour l'été. Exactement. Ça va très bien, je suis Ouais. toujours heureux de retrouver les amis des vraies voix. Et voilà, et en parlant d'amis, ce soir, c'est la première d'une émission qu'on attend avec impatience à l'occasion de la Coupe du Monde du 15 juin au 19 juillet 2026 avec notre ami Joseph Ruiz qui est avec nous. Bonsoir Joseph. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Alors ce soir, c'est la première des tontons du mondial et on a hâte. Qu'est-ce qui va se passer dans cette émission? Bien entendu, on va parler football. Exactement, football, on va parler mondial forcément parce que ça y est, ça a commencé. Le premier match des Bleus, c'est demain et à partir de ce soir, à partir de 20h, on aura les tontons du mondial. C'est une émission du coup que je vais avec grand plaisir présenter et autour de la table, on aura toujours 3 consultants, donc du lundi au vendredi de 20h à 21h. 1 heure en gros de débat, voilà, mais de débat assez libre à l'image de Sud Radio, du Parlons Vrai. Et donc la première, c'est ce soir et autour de la table, on aura Éric Blanc, le fameux chroniqueur sportif, Nabil Djellit, journaliste lui aussi, et forcément celui qu'on connaît, Emmanuel Galasso, qui sera aussi parmi nous autour de la table. Alors est-ce que les auditeurs peuvent s'exprimer? Bien sûr, bien évidemment, ils peuvent nous suivre sur les réseaux, bien évidemment, appeler au 0826 300 300 s'ils en ont envie. L'idée, c'est que voilà, on est dans le ton Sud Radio et on appelle et on discute et on débat tous ensemble. Et ce soir, on va parler, il y aura plusieurs thèmes de débat. On va évoquer les Bleus, forcément. Est-ce que, oui ou non, ils sont favoris de la Coupe du Monde? On aura cette question-là qui sera sur la table. Et on va beaucoup parler aussi du leader ou non de Kylian Mbappé, le capitaine. Mais est-ce que c'est un vrai leader? Il est autant porté que décrié, donc on en débattra. Et voilà, merci en tout cas. Et on se retrouve à partir de 20h avec les tontons du mondial et c'est pendant jusqu'au 19 juillet, tous les jours du lundi au jeudi. Et on vous retrouve dans quelques instants en tout cas. Le sommaire de cette émission, les amis, le grand débat du jour, il est difficile de vivre en France quand on est musulman, quand on est juif, quand on n'est pas blanc de peau. C'est ce qu'a déclaré Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, candidat à la présidentielle 2027. Une phrase qui a enflammé les réseaux sociaux. Et on vous pose cette question. Comme le dit Xavier Bertrand, est-il difficile de vivre en France quand on est musulman, juif ou non blanc? Eh bien, vous dites non à 88%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Moi, j'ai l'impression que Xavier Bertrand a pris sa carte chez LFI ce week-end. Étonnante cette déclaration, Philippe? Oui. Oui. Samuel Botton? Étonnant du principal intéressé, mais ça veut pas forcément dire que c'est faux. Et Monsieur Gras? Posture politique. Ah, très bien. On en parlera dans quelques instants. Et la question du soir, plus une affaire fait du bruit, plus la justice semble se réveiller. Une plainte oubliée depuis des années et soudain, dès que les médias s'en emparent, tout s'accélère. Mise en examen, contrôle judiciaire et détention. On ne peut pas parler, en tout cas, on ne peut pas parler de coïncidence, mais d'une véritable pression pour les magistrats sur au moins 2 affaires. Et on vous pose cette question. Bruel, Liana, la médiatisation décide-t-elle de la sévérité de la justice? Vous dites oui à 72%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Oui, avant la médiatisation, 4 magistrats après la médiatisation, 4 magistrats pour Bruel contre 3 pour le 13 novembre et 0 pour Liana. Cherchez l'erreur. Philippe Bilger. Non. C'est du Philippe David crassé. Ah bah, très bien, Samuel Botton. Oui, je suis très gêné par le fait de mettre toutes ces affaires différentes sur un pied d'égalité. Ça ne le mérite pas et c'est beaucoup plus complexe que ça. Luc Gras? Il y a quand même plusieurs personnes qui sont à peu près dans la situation de Bruel qui, pour l'instant, ne sont pas inquiétées et continuent à vivre de beaux jours tout en restant discrets. Et le bon Flavio, bien entendu, on va encore acheter une voiture ce soir. Et de nouveau, je crois qu'il y a un problème. Oui, bonjour, je vous appelle pour la voiture à vendre sur Le Bon Coin. Toujours disponible? Sur l'une des photos de l'annonce, on voit un voyant moteur sur la voiture. Ah oui, le voyant moteur, c'est rien, c'est juste l'ampoule.
C'est juste une ampoule. Ce qui est bien avec eux, c'est que c'est jamais rien. C'est ça qui est bien. C'est pas grand chose. En tout cas, on écoutera à partir de 17h50. 0826 300 300. Jean-Pierre est avec nous de Marseille. Ça va faire plaisir à Monsieur Boton. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Et une question courte, oui ou non? Comme le dit Xavier Bertrand, est-il difficile de vivre en France quand on est musulman, juif ou non blanc? Il y a des gens qui perdent vraiment l'occasion de se taire. Je suis non blanc, je vis en France depuis toujours et le peuple français est le peuple le moins raciste du monde. Okay. Chaque fois qu'on respecte les règles de base de la société, on est toujours très bien reçu, avec le sourire et avec bienveillance. Allez, bougez pas, Jean-Pierre, bougez pas. Tous les jours. Bougez pas, on revient dans un instant, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. C'est à Philippe Bilger, Samuel Boton, Luc Gras et vous 0826 300 300. On revient sur cette question du soir. Comme le dit Xavier Bertrand, il est difficile de vivre en France quand on est musulman, juif ou non blanc. Eh bien, vous dites non à 87%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Avec beaucoup de réactions. On a Logan qui nous dit si c'était si difficile, il ne viendrait pas par centaines de milliers chaque année en France. Ou on a Olivia ou Givia qui dit il suffit de respecter la tradition et la laïcité de la France et de ne pas imposer la sienne. Allez, c'est le grand débat du jour. Aujourd'hui, vous voyez, ce qui me marque le plus, c'est que c'est difficile de vivre en France quand on est musulman. C'est difficile de vivre en France quand on est juif. C'est difficile de vivre en France quand on n'est pas blanc de peau. C'est difficile de vivre en France quand on porte pas le prénom du calendrier grégorien. Et c'est difficile aussi pour de très nombreux Français qui se sentent invisibles, oubliés. Eh bien, moi, je leur dis très clairement, c'est qu'ils respectent la loi, ils respectent la République, ils seront respectés et que chaque enfant a sa place dans la République française. Les vraies voix Sud Radio. Jean-Pierre de Marseille, 0826 300 300. Jean-Pierre, est-ce qu'il est difficile de vivre en France quand on est musulman, juif ou non blanc selon vous? C'est absolument pas difficile, c'est ce que j'avais commencé un petit peu à développer. Absolument. Et il suffit de respecter effectivement, comme le dit Xavier Bertrand, la loi, la laïcité, et ne pas imposer ses coutumes extérieures à la France aux Français. Parce que Xavier Bertrand, comme la plupart des gens aujourd'hui, prononce une phrase que je ne supporte pas: chaque enfant a sa place dans la République française. Je suis désolé, moi je suis en France. Hein. Donc en France, comporte-toi comme les Français. Donc il y a un peuple qui est de tradition judéo-chrétienne, qui a ses us, ses coutumes, ses lois. On respecte. Si on n'est pas content, on peut tout à fait repartir d'où on vient. Donc à partir du moment où on respecte les usages, on est très bien reçu en France, partout. Et j'ai travaillé en France dans beaucoup d'endroits différents, en Bretagne, en Alsace, à Paris, en Normandie, dans le sud-ouest, dans le sud-est, à Lyon. Et j'ai toujours été reçu de la même manière, avec chaleur, bienveillance, à partir du moment où on sait dire bonjour, merci, au revoir, s'exprimer correctement en français et ne pas heurter par son comportement les gens qui sont là. C'est aussi bête que ça. Faut les respecter. Merci Jean-Pierre, restez avec nous. Je vais faire Philippe Bilger. Comme ça a été dit, je ne mettrai pas sur le même plan, comme l'a fait Xavier Bertrand, les juifs, les musulmans, les blancs. Je considère que dans ces catégories, il y a au moins les juifs qui, en tout cas en France, ne posent pas de problème et ne sont pas coupables de quoi que ce soit. Deuxième élément, il y a de la démagogie dans le propos de Xavier Bertrand qui à la fois conduit à le distinguer au sein des Républicains et d'une certaine manière à le rapprocher de LFI. Troisième élément, le dernier, j'ai fini, c'est le fait que après avoir dit ça, il donne la solution à la fin de son propos. Il dit mais quand on se tient bien, il n'y a pas de problème. Samuel Boton. Nous avons eu les réponses des mâles blancs de plus de 50 ans, voire beaucoup plus de 50 ans.
Maintenant, je vais essayer de vous donner une réponse pragmatique avec des éléments. Alors déjà, cher auditeur, d'aller sur le débat sur lequel vous êtes allé, à savoir comment on se comporte en France et tout ira bien, c'était absolument pas la question. Quant à vous, Philippe, de m'avoir sorti les juifs de cette question, mais vraiment, je suis consterné. Aujourd'hui, qu'on soit juif ou musulman, on est pris en tenaille par des partis politiques qu'on n'a pas choisis. Le RN, la France Insoumise, parfois même les Républicains. J'avais dit que j'étais étonné de la sortie de Xavier Bertrand, parce qu'à l'époque, il y a déjà plusieurs années, un de ses meilleurs amis, Jean-François Copé, s'était distingué avec la polémique du pain au chocolat pendant le Ramadan. Ce sont les partis politiques, les hommes et les femmes politiques qui créent du désordre dans le vivre ensemble et qui font que nous, aujourd'hui, en tant que juifs ou en tant que musulmans ou noirs ou asiatiques, on peut se sentir stigmatisé. De dire que c'est facile pour tout le monde de vivre en France quand on respecte les règles, c'est un mensonge. Parfois, on respecte les règles et rien ne va parce qu'effectivement, on est victime de discrimination. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que nous sommes tributaires de la moindre déclaration d'un homme ou d'une femme politique qui décide de s'emparer de ces sujets. Moi, j'entends à longueur de journée parler d'islamo-gauchisme, de sionisme, comment dit-on, d'assimilation. Enfin, on est où? Ces débats-là, on les avait il y a 30-40 ans. On les avait pas. On se contentait de vivre ensemble en disant, alors là, pour le coup, pour reprendre les propos de notre auditeur, en bonne intelligence. Mais aujourd'hui, sur le plateau, celui qui vient me regarder dans les yeux et me dire, non, être juif, noir et musulman en France, c'est très facile. Je le regarde dans les yeux et je lui dis que c'est un menteur. Jean-Pierre est un menteur, alors. Il l'est, oui. Mais peut-être malgré lui. Parce que moi, je vais vous dire, je suis noir, je fais 1m85, et moi, je suis juif. je fais 95 kilos, et mon meilleur ami s'appelait Patrick Lévy, je lui s'appelais parce que le pauvre, il est mort. Donc j'ai aucune leçon à recevoir de votre part, en tout cas. J'en ai pas plus à recevoir de votre part non plus. Mais la différence, monsieur, c'est que moi, je ne donne pas de leçons. C'est ce que vous avez fait pendant 5 minutes. Samuel. Jean-Pierre, je vais vous dire de quoi je suis victime, moi, monsieur. Concrètement, je suis victime du fait qu'on me confonde avec des racailles qui cassent tout sur les Champs-Élysées. Je suis victime qu'on me confonde avec des racailles qui égorgent des femmes, des islamistes qui décapitent des profs. Ça oui, je suis victime de ça. Parce qu'on m'assimile à ces gens-là. Voilà. Mais je comprends pas. Si je suis votre raisonnement, vous suivez les règles de la République, vous devrez bien être inquiété par ça. Samuel, c'est pas un débat à deux. La réalité, c'est qu'on me confond avec ces gens-là. Et que ça, je ne le supporte plus, monsieur. Après, c'est le témoignage de Jean-Pierre qui dit ce qu'il vit aussi, Samuel. Bien sûr. Moi, je veux revenir à la position de Xavier Bertrand. Je pense que c'est une posture politique. Voilà un éventuel candidat qui est pas en situation et qui donc essaye de créer l'événement en choquant un peu finalement sa base. Je me rappelle il y a pas si longtemps Philippe Bilger qui appréciait Xavier Bertrand et je vois bien que là il faisait. On peut apprécier, trouver bien sûr, des bêtises. On peut apprécier sans consommer, bien sûr, cher Philippe. Mais la réalité c'est quoi? C'est que il y a un gisement électoral qui n'est pas exploité à droite, qui est exploité par LFI. Donc Xavier Bertrand, il est en dessous de 5% dans les sondages, donc il se dit là il y a tout il y a personne à droite qui va chercher ces électorats, considérant même que Villepin est pas vraiment à droite, et donc il y a un gisement électoral. Deuxièmement, dans le Nord, il est président d'une région où il ne peut pas être élu sans les voix de gauche face au Rassemblement national. Intéressant. Pourquoi? Bien parce que tout de suite après l'élection présidentielle, la politique continue. Et en mars 2028, tout de suite après l'élection présidentielle, vous avez les élections régionales. Donc je prendrais cette déclaration de Xavier Bertrand comme sauf qu'il peut, on essaye de s'inscrire dans l'élection présidentielle, mais c'est un pistolet à deux coups parce que si j'y arrive pas en créant l'événement, quand même, je me positionne déjà, il se rabattra sur l'élection régionale s'il n'arrive pas à être candidat aux élections présidentielles. Donc on est sorti du champ de la conviction, Philippe David. Bon alors, je parlerai pas de Xavier Bertrand parce que je n'ai absolument pas d'envie d'en parler. Cette phrase est pour moi une véritable provocation. Une provocation, et je suis entièrement d'accord avec Jean-Pierre. On a vu avec lequel on avait eu le plaisir de faire une émission de mémoire à Aubagne chez un buraliste. Alors il y a quand même une chose, c'est vrai que si la France c'est un pays où c'est si dur de vivre, pourquoi est-ce que des centaines de milliers de personnes veulent venir en France chaque année? Légalement, clandestinement? Pourquoi? Je pose la question. Si la c'est France un lieu de transition. Philippe, il cherche à aller vers l'Angleterre, tout simplement. Ou non, ils veulent pas tous aller en Angleterre. Il y en a beaucoup qui restent en France. C'est pour ça qu'elle existe. Là, par contre, dire ça, là, par contre, dire ça, c'est un mensonge. Deuxièmement, moi, je dînais samedi dernier avec 2 couples d'amis juifs. On était en Normandie et ils me disaient, tu sais, pour nous, c'est dur d'être juif parce qu'on se fait insulter, on se fait cracher à la figure.
Mais mais alors je tiens à vous dire qu'en général, on était à Deauville, c'est pas Marie-Charlotte et Charles-Édouard qui les traitent de sales juifs, de génocidaires et de sales sionistes. Ok ? Je pense qu'on est d'accord là-dessus également. Et deuxièmement, vous savez, ça peut être dur aussi d'être blanc en France, hein. Vous savez, vous avez des gens qui se sont fait poignarder. Philippine, elle s'est faite violer, elle s'est faite tuer par un QTF. Elle était blanche et je pense que ça a été difficile pour elle. Surtout parce que c'était une femme, Philippe. Lola, c'était une petite fille. Elle a été tuée par une femme aussi, d'accord ? Oui. Par une OQTF. Donc, je crois que Xavier Bertrand est dans la provocation. Je dis bien la provocation. Et je vous dis, moi, quand j'ai lu cette phrase, je me suis demandé, soit il essaie de rejoindre LFI, mais la place de candidat est déjà prise, soit Europe Écologie Les Verts. Mais je pense que Marine Pondely a pas envie de la laisser non plus. En résumé, dans ce pays, il y a deux forces qui s'affrontent. Il y a un poison de la division, du conflit. Et ces propos qui tentent à identifier une partie de la population, moi je le suis pas, parce que la République, c'est l'intégration. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit... Oui, mais là, c'est déjà l'intégration. Il est un peu sur le terrain LFI, c'est-à-dire que la provocation... Mais bien sûr. Vous avez, si on n'est pas bien vous avez ceux qui créent du conflit. Regardez là, sur ce plateau, le résultat, c'est qu'il y a du conflit, et il y a ceux qui appellent au rassemblement de la République sur les valeurs de la République judéo-chrétienne initialement, et qui permettre le vivre ensemble par l'intégration, ce serait déjà pas mal. Allez, Philippe. Je ne comprends pas, Samuel. Vous avez, comme d'habitude, votre intelligence très acerbe, mais je ne vois pas en quoi le fait d'avoir dit qu'en France, les Juifs ne posent pas le moindre problème par rapport à d'autres. Mais parce que vous faites une distinction, vous sortez de facto les Juifs du débat. Quant à dire les Juifs ne posent pas de problème, allez, on va mettre des buts contre son camp. La taxe carbone, jusqu'à preuve du contraire, une bourse entière qui a été coulée à hauteur de plus de 240 millions d'euros. Mais quel rapport Excusez-moi, c'est une escroquerie qui a été mise en place par des membres de la communauté juive. C'est pour entrer dans l'absurde comme vous, parce que vous avez besoin de sortir les choses qui vous arrangent pour derrière développer des sujets. Quand je vous dis juifs, musulmans, noirs doivent être traités, on ne parle même pas d'antisémitisme, on doit parler de racisme, tout simplement, et ne pas mettre l'antisémitisme comme quelque chose à part, on doit parler de racisme pour tout le monde. Et de la même manière, vous avez besoin de sortir des points pour justifier un raisonnement qui est bancal. Quant à la phrase de Xavier Bertrand, si vous y voyez de la stratégie politique, une forme de buzz ou même du génie, arrêtez tout, mon cher. Non, mais vous avez vu de la stratégie. Mais arrêtez tout, Luc. Il n'y a pas de buzz là-dedans. C'est-à-dire dénoncer, faut pas mettre dans la bouche des autres des choses qui n'ont pas prononcé. J'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des tactiques politiques. Mais à un moment, s'il vous plaît, messieurs, un peu de sérieux, il n'y a même pas de tactique politique. Mais le cœur de votre message, c'est quoi? C'est un membre des Républicains qui irait sur ce terrain-là pour acheter des voix. Samuel, il faut laisser parler les autres. Il nous reste 1 minute. Non? Oui, mais je ne comprends pas en quoi le fait de dire qu'en France, pour l'instant, vous faites de la discrimination, Philippe. Mais heureusement, mais une discrimination positive. Non, mais on ne veut ni négative ni positive. Soyez juste lucides. On a le droit de dire que les Juifs en France, pour l'instant, ne posent pas l'ombre d'un problème qui sont victimes à un point c'est tout. Alors, en revanche, si un jour vous m'entendez dire que je trouve du génie à Xavier Bertrand à la fin de l'émission, incitez-moi tout de suite à consulter. Ça, on l'avait fait. Moi, je vais le défendre, mais ça n'a pas été plus mauvais des ministres, et notamment à la santé. C'est sûr qu'on arrive toujours à trouver plus mauvais, mais alors là, non. Et du génie, c'est peut-être excessif. Merci en tout cas Jean-Pierre pour votre témoignage. Merci. Dans un instant, les seuls contre tous. Luc, vous dites que pour 2027, il y a le plein de candidats et vous trouvez ça super. Philippe Bilger, un parti a besoin d'une discipline de fer. Et selon vous, LFI fait des envieux. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Ça frotte un petit peu dans les vraies voix ce soir, mais c'est plutôt bien. Ça fait des échanges. Philippe Bilger est avec nous, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, Luc Gras, politologue et médiateur, ancien professeur de droit constitutionnel, même s'il nous apprend encore et toujours des choses, et auteur de ce livre, La démocratie en péril. Avec Philippe David, on est très heureux de vous accueillir, et c'est Aude qui est au téléphone aujourd'hui, 0826 300 Aude, on vous embrasse. Et tout de suite, le seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous.
Philippe Bilger, vous dites qu'un parti a besoin d'une discipline de fer et que la France insoumise fait des envieux. Oui, je suis frappé de voir l'évolution du regard qu'on porte sur la France insoumise, en tout cas du point de vue de l'organisation. Je ne crois pas qu'il y ait une appétence qui s'accroît politiquement parlant pour Jean-Luc Mélenchon, mais en revanche, j'ai été étonné de voir que le Rassemblement national, par exemple, qui lui-même est parcouru par des courants un peu intestins, envie la discipline qui existe à LFI, le nombre de personnes qui parlent au nom de Mélenchon sans introduire la moindre contrariété, et donc par cette discipline qui existe à LFI. Et bien sûr, quand on compare à tous les partis, on constate en effet que LFI a une sorte de discipline de fer qui fait probablement son succès autour du leader charismatique qui impose le là, qui ne permet pas la moindre contradiction et qui est suivi comme un seul homme par toute la troupe de ses proches comme des autres. Et donc, on peut le regretter sur le plan de la liberté partisane, mais il n'empêche que la structure de LFI, sur ce plan-là en tout cas, peut permettre un succès dont on verra les conséquences bientôt. Alors, moi j'ai une double divergence. La première, c'est un parti a besoin d'une discipline de fer. Soit, mais c'était vrai à l'époque où toute tête qui dépassait devait être coupée. Je veux dire, je trouve qu'il y avait quand même un truc sympa dans les congrès. Ne rigolez pas, dans les congrès du Parti Socialiste, c'est que des gens du même parti s'entretuaient, s'insultaient, se crachaient à la figure, mais je me disais, tiens, au moins, au congrès de Rennes, au congrès de Reims, il y a du débat. Ils se tapent dessus dans les couloirs, mais au moins, il y a du débat. Moi, la méthode stalinienne où chacun pense pareil, ou sinon il part au goulag, c'est pas ma tasse de thé. Et en fait, la deuxième divergence, c'est que, désolé, mais personne n'envie LFI, à mon avis, hein, parce que il n'y a pas plus caporalisé aujourd'hui comme parti. Si. Je suis d'accord avec Philippe sur... Là, moi, désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les partis caporalisés, comme à l'époque, article 1, le chef a raison, article 2, le chef a toujours raison, article 3, quand le chef a tort, sont les articles 1 et 2 qui s'appliquent. Désolé, je pense que ça fait partie du passé, Dieu merci. Samuel. Non, mais ça, c'est le mode de fonctionnement qu'a choisi Jean-Luc Mélenchon après des années à avoir été traumatisé par les instances du PS. Ah, c'est vrai que lui, il a fait tous les congrès. Il a réglé le problème, il a dit, je veux pas d'opposition. Je verrouille, c'est moi le chef et il faut me suivre. Et si on ne le suit pas, comme vous l'avez dit, c'est arrivé il y a 2 ans, on est purgé. Maintenant, là où Philippe a raison de A à Z sur un point, c'est que la discipline politique qu'on voit chez la France insoumise, on ne la retrouve chez aucun autre parti. On pourrait la retrouver au Rassemblement national, mais aujourd'hui, il y a 2 lignes qui s'affrontent sans s'affronter, savoir Marine Le Pen d'un côté et Jordan Bardella de l'autre. La question, c'est qui ira au bout. Et une fois que cette question sera tranchée, le Rassemblement national retrouvera son fonctionnement machine de bataille. Par contre, effectivement, cette culture du chef, entre guillemets, aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus à 2 partis qui ont un peu disparu des radars et qui ont besoin d'un retour en force. LR et le Parti Socialiste, c'est leur principal problème. Ils n'ont pas une tête qu'ils ont réussi à faire émerger et ils ne savent pas qui envoyer. Mélenchon, il a réglé le problème et je vais même vous dire, ça aurait pu être le sujet d'un seul contre tous. Il lance très très bien sa campagne à la différence des autres. Il a aujourd'hui les meilleurs communicants qui sont de son côté. Moi, quand je vois l'idée du maillot de foot Mélenchon, je trouve ça brillant. Le mec va inonder toute la France avec des maillots de l'équipe de France refait, son nom derrière, le logo LFI. Bravo, c'est très bien. Quand il fait des meetings, ok, il a dépêché 30 bus pour remplir une salle. Mais encore faut-il les remplir, les 30 bus. Raphaël Glucksmann, qui est beaucoup plus novice en politique, 1000 personnes, ça a été poussif. Donc aujourd'hui, oui, ce qui constitue le caractère dictatorial de la France insoumise, c'est aussi sa plus grande force et c'est ce qui fait qu'ils sont les meilleurs en campagne actuellement. Monsieur Luc Gras. Alors je voudrais revenir aux sources de la Ve République. La Ve République, c'est d'abord un président de la République élu par le peuple et donc c'est
naturellement une personne qui incarne, donc un chef. Donc ça s'inscrit évidemment dans une logique. Le général de Gaulle, Chirac, Mitterrand, c'était des patrons chez eux et il n'y avait pas de ça. Mais pourtant la démocratie, c'est deux options possibles. Soit un système un peu comme ça, avec les côtés négatifs, parce que moi je viens de finir le bouquin La Meute, alors il y a à prendre et à pas prendre. Mais vous avez pris votre temps. Oui, j'ai pris le temps parce que je suis respectueux de tous sur le champ politique et donc je veux connaître. Et donc je voulais voir ce que ça donnait ce bouquin-là. Et en fait, on voit que au passage, Jean-Luc Mélenchon est devenu le leader charismatique, mais combien de gens ont été écartés? Et vous savez, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les rivières et avec les rivières qu'on fait les fleuves. Et un jour, tous ces gens-là qui ont vu de près le fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon un peu autocratique, ça peut aussi faire un petit caillou dans la chaussure. Donc moi, en tant que démocrate, je suis plutôt attiré par le système participatif de notre Ségolène Royal au présidentiel de 2007 qui parlait de démocratie participative. C'est-à-dire vous avez deux systèmes. La cinquième ne favorise pas ce système-là et pourtant c'est le meilleur pour renforcer les choses. Enfin, je trouve que ce plaidoyer pro-domo de Philippe Bilger, c'est toujours la même chose avec notre cher Philippe. Il est un petit peu l'héritier d'une forme de droite orléaniste, voire monarchiste. C'est la monarchie. Contre tous, en réalité, vous êtes bien seul, mon cher Philippe, parce que vous êtes en fait monarchiste. Vous voulez un homme et on discute pas. Or la démocratie, c'est tout le contraire. C'est d'ailleurs ce que j'exprimerai dans ma libre expression. Il est intéressant de voir Il est intéressant de voir que Jean-Luc Mélenchon, depuis quelques semaines, a radicalement changé de posture parce qu'il est intelligent. Et que le parti lui-même le suit. C'est très intéressant. En fait, il est suivi. On a remarqué dans le jeu parlementaire, il s'est calmé. L'apaisement. Je voulais répondre deux choses très courtes à Samuel Botton. La première, c'est que je suis pas d'accord avec lui. LR a trouvé un leader naturel qui est Retailleau. Et deuxièmement, je vais lui expliquer pourquoi c'était si dur pour Glucksmann. Parce que Glucksmann ne passant qu'à Saint-Germain-des-Prés, il fallait que son électorat passe rive droite, ce qui était compliqué, passe le périphérique. Alors là, c'était un exploit. Et en plus, pour aller dans le 93 à Aubervilliers. Alors là, pour son électorat, c'était vraiment rendez-vous en terre inconnue. J'aurais préféré que vous m'expliquiez pourquoi Retailleau était charismatique. J'ai pas dit qu'il était charismatique, j'ai dit qu'il a gagné brillamment l'élection au sein de son parti. Luc, pendant que vous y êtes... Il est très contesté. Ouais. Pour 2027, il y a le plein de candidats et vous trouvez que c'est très bien. Voilà, alors ça s'inscrit parfaitement dans la suite de nos échanges. Absolument. Il y a aujourd'hui, j'ai regardé il y a quelques minutes, 25 candidats déclarés. Donc c'est pas 50 nuances de gris, mais on n'en est pas loin. Et alors je me suis dit que est-ce que c'était comme les grands crus, est-ce que c'est la quantité ou la qualité qui doit prévaloir? En l'occurrence, on se pose encore la question. La liste est longue et non exhaustive. Plusieurs sont même en attente, peut-être de le recours. François Baroin, Olivier Faure, Dominique de Villepin. Donc vous voyez, la liste n'est pas exhaustive. Et pourtant, je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est le temps du débat. Et donc aujourd'hui, il faudrait que tous ceux qui sont candidats, ils puissent être identifiés par 2 ou 3 grandes idées. Malheureusement, c'est pas le cas de tous. Mais Attal fait le boulot. Par exemple, il lance, je suis pas particulièrement Attal, mais il lance 2-3 pics et il faudrait que nos 25 candidats aient 2-3 idées et qu'il y ait un vrai débat. À l'automne, après l'été, les Français auront le temps de regarder et de ruminer un peu les programmes et viendra le temps de la sélection. En perspective de l'élection présidentielle, du premier tour où les Français pourront choisir. On l'espère en moyenne sous la Ve République, c'est entre 10 et 12 candidats. Nous, on a déjà 25. Mais on peut espérer 10 ou 12 candidats. Et à ce moment-là, eh bien, la démocratie pourra pleinement s'exprimer. Les citoyens doivent être des gens éclairés. Il ne s'agit pas de voter RN, voter LFI ou de voter je ne sais quoi encore. On ne vote pas, on vote pour des idées, on vote pour un programme, on vote pour une vision. Et donc les citoyens sont responsables des élus de demain. Et quand les gens aujourd'hui crachent tous sur Macron, il y a quand même une majorité de Français qui a voté Macron. Faut pas l'oublier. En tout cas, une majorité d'électeurs. Et enfin, il est important que les élus, effectivement, eux-mêmes mouillent la chemise aujourd'hui, ne soient pas que des tacticiens, mais développent un programme pour que les Français puissent ainsi s'exprimer. C'est pourquoi je dis c'est une chance d'avoir beaucoup de candidats parce que c'est beaucoup de programmes, beaucoup de choix, il y a plein de sujets et le temps viendra ensuite de la sélection. Mon cher Luc, bizarrement, c'est sans doute la rançon de ma superficialité politique, mais sérieusement, il va me dire qu'il est d'accord. Non, mais on pourrait dire que la multitude de ces candidats, à la fois réels et d'autres virtuels, c'est précisément aujourd'hui le fait
que les programmes n'ont plus la moindre importance et que ce qui fait l'élection, c'est la personnalité. Alors c'est peut-être faux ce que je dis, mais il me semble que ça peut résulter un petit peu de cela, le sentiment qu'un être se projette, homme ou femme, et qu'il ait à lui seul déjà son programme. Et de fait, le courage, l'intelligence individuelle, aujourd'hui, dans l'état délabrement politique qu'on se trouve, ne sont pas des denrées si négligeables. Mais c'est extrêmement dangereux parce qu'on l'a vu avec Macron, il a incarné un espoir et on a vu que derrière, il a rien déroulé du tout de cet espoir. Et donc c'est important qu'il y ait l'alchimie entre un homme, le peuple et un projet, parce que s'il n'y a pas de projet, alors on peut vraiment se faire avoir par quelqu'un qui présente bien, qui est un bon tacticien politique. Donc il y a nécessité d'avoir du fond en politique. Non, si on gagnait des campagnes sur des programmes politiques, ça se saurait. On gagne sur des programmes, après on les applique pas. Pour tout vous dire, j'en ai même perdu avec le meilleur programme. Mais ça, c'est un autre point. Alors, je vois que vous vous félicitez de cette pluralité politique. Moi, à contrario, elle me consterne un peu, parce que j'y vois un état de post-tractation politique et de choses qui se passeront en janvier. J'ai du mal à imaginer sur les 25 que vous avez dénombrés qui sont déclarés officiellement et les 38 que moi j'ai comptés officiels et non officiels, que tous ces gens-là seront sur la ligne de départ. Donc aujourd'hui, on est là pour se montrer, on est là pour se positionner, on est là pour négocier le moment venu un poste un peu plus haut dans l'échelle du candidat final. Et quant à l'idée d'un programme, je suis d'accord avec vous, il faut un programme construit, réfléchi, qui puisse s'appliquer, mais aujourd'hui, on peut gagner avec seulement 1 ou 2 idées directrices. Je vous prends l'exemple de Marine Le Pen, qui, sur ses 2 dernières campagnes, n'a martelé qu'une seule chose en dehors de ses thèmes habituels, tels que la sécurité et les immigrés, c'était le pouvoir d'achat. Et elle a eu le nez creux, elle a eu totalement raison. On est encore à se poser des questions là-dessus. Gabriel Attal, qui a été un éphémère ministre de l'Éducation, je sens que lui va vouloir aller sur ce terrain-là pour essayer de se démarquer autant que possible. Donc à défaut d'avoir des programmes construits aujourd'hui, des vrais programmes, j'en vois 2 ou 3 sur tous les candidats que vous avez donnés. Il y en a un chez Édouard Philippe. Il y a le programme du RN qui est ce qu'il est, et idem pour LFI. Donc maintenant, la question, c'est de savoir en fait à quoi tout cela rime, et est-ce que les Français sont pas un peu épuisés aussi de se dire en fait, président de la République, à une époque, on avait une ligne de 8-10 personnes, on les connaissait tous, ils étaient identifiés, c'était sérieux, ça bossait. Aujourd'hui, n'importe qui peut sortir du chapeau et dire j'y vais. Allez. Et ça pose problème. Alors moi, 25 candidats, et plein de candidats, et c'est super, je suis pas du tout d'accord, parce que déjà, il y a ce qu'on appelle, et qui sont récurrentes, tous les 7 ans auparavant, tous les 5 ans maintenant, vous avez ce qu'on appelle les candidatures de témoignage. Lutte ouvrière est toujours là pour faire 1%, depuis 74. Et c'est une bonne chose ? Oui, mais très bien. La LCR, qui est devenue le NPA depuis 69, c'était Alain Krivine, est là pour faire 1%. Alors parfois, ils ont fait 3, je crois, avec Besançon en 2002. Mais il y a tout un tas de candidatures de témoignage qui sont là vraiment pour se faire plaisir, et qui ne servent intrinsèquement à rien. Mais moi, il y a une question que je me pose depuis des années. Est-ce que finalement, ce qui ne met pas la panade en France politiquement, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel, de la manière dont elle se passe, et surtout depuis le passage au quinquennat, et surtout depuis l'inversion du calendrier. Je pense qu'on a mis Jospin et Chirac ont mis une pétaudière dans les institutions dont on paye le prix aujourd'hui depuis 24 ans et dont on n'a pas fini de payer le prix tant qu'on ne fera pas un changement majeur. C'est pas vrai. Ah bah c'est mon avis. Bon. Alors c'est vrai que ça a renforcé l'alignement des députés sur le président et que ça permet pas de majorité. Donc c'est vrai que c'est un autre sujet, les institutions. Moi je m'étonne qu'il n'y ait pas eu l'argument qui me soit opposé suivant, c'est de dire mais s'il y a autant de candidats, c'est peut-être parce qu'il y en a pas 1 ou 2 qui sont justement au-dessus du panier, au-dessus et qui s'imposent par eux-mêmes. Donc cet argument-là, il est recevable. À quoi je réponds que faut se contenter de cela. C'est vrai qu'aujourd'hui personne ne ressort dans le champ politique. Mais rappelez-vous d'une chose, on est passé de 100 à 500 signatures parce qu'on a pensé qu'il y avait des candidats qui n'étaient pas sérieux avec 100 signatures. Vous imaginez le nombre de candidats si on repassait à 100 ? Oui. Ce serait énorme. On va bientôt passer les... on passe les 50 là. Un peu plus de 25, 26. Là, il y a 25 candidats. On en a compté 30 hier dans le journal. Et de la société civile, vous les avez, vous avez les noms ou pas ? Ah bah si on arrive à plus de 30, on met Michel-Édouard Leclerc, on met des gens comme ça. Mais c'est pas déclaré candidat. Il y a 25 candidats pour l'instant.
l'instant. Dans les 38. Mais dans les 38, il y a des gens qu'on subhonore. Absolument. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, la suite on va revenir sur l'info en plus. Et vous savez que le prix du gasoil vient de repasser sous les 2 €. Oui. Oui. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On va en parler avec notre Trump. invité dans un instant. Attendez, ne criez pas. Trump est formidable. Ne criez pas victoire, on ne sait jamais. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Philippe David. Ça va très bien, en pleine forme. Les vous débats êtes- sont virils Vous et êtes corrects. un peu chiffonné là quand même. Hein, C'est bien. non, dis donc, c'est bien. On s'est empégué, comme on dit dans le Sud. C'est empégué. Uniquement parce que je vous ai raté le genou au premier tas. Enfin, Samuel, vous les avez tous ratés hein, quand même. Je crois que vous les avez à peine épargnés. Je suis meilleur en attaque qu'en défense. je peux vous le dire. Ça va Philippe Bilger? Parfait, non. Voilà. Monsieur Gras, comment ça va? Bien, J'adore, je je peux trouve ça délivrer très mon élégant, message monsieur. pro-démocratie, je suis ravi. Voilà, j'adore appeler les gens monsieur. Je trouve ça très élégant. Madame Cécile de Minibus. Ouais, exactement. Allez, tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, suite à l'annonce d'un accord pour mettre fin à la guerre entre l'Iran et les États-Unis, le prix du gazole vient de passer en dessous des 2 € pour la première fois depuis le mois de mars. On va en parler avec notre invité. Philippe Chalmin est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation par Sud Radio. Vous êtes spécialiste des marchés de matières premières et directeur du centre Cyclope. Alors ça y est, on l'attendait depuis mars. On repasse sous la barre des 2 €. Mais la question est de se dire, est-ce qu'elle va rester pour cet été est-ce que ce tarif va rester bloqué sous les 2 €? A priori, oui. Même si nous avons toujours cette épée de Damoclès qui est de savoir d'abord ce qu'il y a dans l'accord, ensuite que normalement le détroit d'Ormuz devrait être rouvert à partir de la semaine prochaine, mais il y a beaucoup de si, et en particulier l'évolution de la situation au Liban qui peut amener l'Iran de refermer brutalement si les choses ne se passaient pas comme attendu. Mais dans l'hypothèse où c'est signé vendredi à Genève, au cas où. Voilà, c'est signé vendredi à Genève. Normalement, donc à partir du début de la semaine prochaine, la circulation redevient à peu près libre. Ça prendra du temps. Il y a déjà énormément de bateaux qui sont déjà chargés de pétrole dans le Golfe, donc ils vont pouvoir sortir. Le marché qui était encore il y a une dizaine de jours autour de $100 et maintenant plutôt autour de $80. Donc il faut bien se dire que $1 le baril, c'est grosso modo 1 centime à la pompe. Donc assez logiquement, c'est même un peu rapide là, on est repassé en dessous de 2 €. Il doit bien y avoir quelques stations d'autoroute où vous êtes au-dessus de 2 €, mais en toute logique, si le détroit d'Ormuz reste ouvert, nous passons l'été en dessous de 2 € et j'irais même penser assez largement en dessous de 2 €, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver des niveaux de 1,80 € à peu près dans ces eaux-là. Ensuite, ça baissera peut-être encore un peu, mais il faudra attendre l'automne. Alors, Philippe Chalmin, il y a pas mal de cuves aujourd'hui qui sont encore remplies. Ça veut dire à quel moment on pourra commencer à le ressentir à la pompe ? On le ressent déjà un petit peu, puisque vous venez de dire que le diesel était repassé en dessous de 2. Ça va prendre 15 jours, 3 semaines, le temps de vider les pompes qui ont été remplies avec de l'essence ou du diesel déjà plus cher. Mais en toute logique, d'ici une quinzaine de jours, on devrait vraiment le sentir à la pompe. Et ça devrait aller en s'accentuant, même si nous ne retrouverons les niveaux de prix que nous connaissions au début de l'année, probablement durant l'automne, et j'aurais plutôt même tendance à dire vers la fin de l'automne. Vous avez dit que Ormuz ne sera plus jamais comme avant. Qu'est-ce que ça va changer, en tout cas pour nous ? Pour nous, pas grand-chose. Il va y avoir probablement un système de péage, mais on parle de $1 le baril. $1 le baril, ça fait 1 centime le litre. Je dirais que c'est relativement $1. Ce qui est plus gênant, c'est que
il peut toujours y avoir, si retour à des difficultés géopolitiques, les Iraniens peuvent pris goût à rebloquer Hormuz. Donc ça, c'est une hypothèse qu'il faut garder en tête. Et puis, de toute manière, la sensibilité des marchés mondiaux à Hormuz va diminuer parce que les Saoudiens, les Émiratis, ils sont en train de développer leur système d'oléoduc pour essayer de ne plus trop dépendre d'Hormuz. Donc, de ce point de vue-là, la menace à l'avenir pourrait être moins importante. Merci beaucoup Philippe Chalmin, c'était très clair, en tout cas spécialiste des marchés des matières premières et directeur du centre Cyclope. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, stop aux arnaques. Toujours disponible ? Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. J'ai pas de temps à perdre, c'est enculé. Flavio, comment ça va ? Parce que nous on est toujours disponible. Comment ça va ? Ça va bien, et vous, je suis toujours. Très bien, très bien. Moi, j'attends toujours ma voiture pour cet été. J'ai commandé une C3, mais je crois qu'il y a un problème de voyant moteur. Ça me dit quelque chose, ce C3. Si je me trompe pas, j'ai eu un appel avec le vendeur. Ouais. Et qu'est-ce qu'il te dit ? Et donc, on avait un voyant moteur qui était présent sur le véhicule. D'accord. Bon, je vais évidemment poser des questions. Voilà, parce que bien sûr, vous avez enregistré la conversation, donc on va l'écouter. Allô ? Salam Ali. Oui, bonjour, je vous appelle pour la voiture à vendre sur le Bon Coin. Toujours disponible ? Déjà, monsieur, quand je dis salam alaikum, vous me dites ma'alaikum salam. Bon, il n'y a pas de souci. Vous m'appelez pourquoi ? Oui, donc c'est pour la voiture à vendre sur le Bon Coin. Ah oui. Elle est en bon état ? Elle est jdida. C'est une cœur et j'ai des sentiments pour cette voiture. J'en ai pris soin. Beaucoup. J'imagine. Sur l'une des photos de l'annonce, on voit un voyant moteur sur la voiture. Sur le tableau de bord. Ah oui, le voyant moteur, c'est rien. J'ai un cousin, il est mécanicien, il a regardé, il m'a dit c'est juste la lumière. Pour vous dire, je suis tellement honnête, vous avez vu qu'il y avait le voyant. Je l'ai même pas caché parce que c'est rien, c'est juste l'ampoule. Ok, en genre c'est compliqué de la cacher si je viens la voir. Et puis c'est juste l'ampoule du voyant, c'est ça ? Voilà, c'est juste ça, c'est rien. Après, j'ai mon cousin, il est mécanicien, je peux l'appeler, vous parlez avec. Franchement, c'est la confiance. C'est rien. Okay. C'est rien du tout. Moi, je t'ai dit, allez, je dis, c'est confiance. Parole d'homme. Bon. Ben, je vais quand même réfléchir et si jamais je vous rappelle, hein. C'est bon ? Bonne journée. Elle est jdida, ça veut dire quoi, elle est jdida ? Elle est jdide. Ça veut dire elle est fraîche. Elle est fraîche, d'accord. Elle est belle, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on fait, Flavio ? Parce que Samuel dit qu'elle est fraîche. Moi, je fais que traduire. Tout à la confiance me laisse perplexe. Ouais. Surtout l'ampoule. Moi, je dis parole d'homme, j'ai pas confiance. En tout cas, il est sympa. Ah, il est très sympa. Il est sympa, il est marrant, il était un vendeur on avait un peu plus confiance en lui qu'à d'autres, quoi. Bah oui, enfin, on n'est pas non plus à fond dans la confiance, hein. On n'est pas non plus au 100%. C'est ça. Voilà, bon, en tout cas, elle est toujours disponible, visiblement, cette voiture. Le monsieur est charmant, peut-être qu'on va réfléchir. En tout cas, on vous retrouve demain avec une nouvelle petite annonce. Exactement. Et voilà, et que vous réécoutez bien entendu en podcast sur Sud Radio et aussi sur le bon Flavio sur Instagram. Et vivement demain, mon petit. Vivement demain. Allez, on vous embrasse, Flavio. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Juste après le journal et la météo. J'en ai marre que certains osent critiquer le contrôle de l'argent public. Ah bah, vous avez bien fait de râler de toute façon. Ah bah, mais c'est pas fait, c'est après. Ah oui, ça n'est qu'un début. Là, je pré-râle. Ah d'accord. Okay. Il y a le pré-lavage, le lavage, le pré-râlage, le râlage. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, on est très heureux de vous accueillir tous les jours du lundi au vendredi de 17h à 19h. À partir de 19h, Philippe David. À partir de 19h, les vraies voix font parler la France. On va parler, du baccalauréat. Il y avait l'épreuve de philo aujourd'hui. Intéressant les sujets. Bonjour. Très intéressant. Est-ce que vous pensez, que le baccalauréat vaut encore quelque chose ? Est-ce que la philosophie, ça sert encore à quelque chose ? Venez témoigner au 0826 300 300. On aura également un témoignage, un auditeur qui nous avait appelé il y a un peu plus de 2 mois parce qu'il avait un problème pour se faire retirer sa curatelle. Et sa curatelle, après son passage dans les vraies voix font parler la France, lui a été retirée il y a quelques jours. Ah, c'est et bonne il viendra nouvelle. témoigner de ce qui s'est
passer. Ce sera évidemment un bonheur de la voir. Et 0826 300 300 avec Aude, bien entendu. Et puis je vous rappelle, ce soir-là, c'est la première sur Sud Radio qui déploie un dispositif spécial Coupe du Monde. C'est à partir de ce soir jusqu'au 19 juillet, du lundi au jeudi, avec une nouvelle émission quotidienne inédite. Ça s'appelle Les Tontons du Mondial. Vous allez retrouver ce soir dès 20h avec Joseph Ruiz et toute son équipe. 1 heure de direct. Ce soir, il y aura Emmanuel Galasso, chroniqueur sportif Sud Radio, que vous connaissez bien aussi. Éric Blanc, chroniqueur sportif. Nabil Djelli, qui est journaliste et chroniqueur pour l'équipe Canal+, Afrique et France Football. Et puis le sujet ce soir, beaucoup de sujets, mais la question qu'on pose, Mbappé est-il le bon leader? C'est à partir de 20h jusqu'au 19 juillet et on est très heureux d'accueillir cette nouvelle émission. En attendant, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village, puisqu'il s'agit de Brest, préfecture du Finistère. Pourquoi Brest? Parce qu'une audience qui s'est tenue au tribunal correctionnel de la ville aujourd'hui m'a, c'est le moins qu'on puisse dire, surpris. En effet, le président du conseil départemental, Maël de Calan, et son directeur employé insertion y étaient poursuivis par la CGT, la Confédération paysanne et 6 bénéficiaires du RSA pour harcèlement moral et institutionnel. Les 2 hommes sont ciblés pour la méthode de contrôle des allocataires qui subordonnent l'octroi du RSA à la recherche active d'un emploi d'un minimum de 15 heures chaque semaine. Une réforme testée dans le Finistère pendant 3 ans et qui a été généralisée à la France entière en janvier 2025. Une méthode dont on ne peut pas dire qu'elle n'a pas porté ses fruits, puisque dans ce département, entre 2021 et fin 2025, le nombre d'allocataires du RSA a baissé de 24,4% contre 3,4% pour l'ensemble de la France. Les plaignants dénoncent la manière de faire, parlent de méthode violente qui sert à épuiser, puisqu'on demande les derniers relevés de compte bancaire et de justifier les sommes perçues. Parmi les personnes ciblées, des travailleurs indépendants qui, ayant une activité déficitaire, ont touché le RSA pendant une moyenne de 7 ans, alors que c'est interdit par la loi, comme le rappelle Maël de Calan. Mais faut-il rappeler que lorsque le RMI, revenu minimum d'insertion, a été remplacé par le RSA, revenu de solidarité active, on a choisi de mettre active pour rappeler que cette allocation n'était pas indue et que l'allocataire avait le devoir moral de rechercher activement un emploi et que cette allocation n'avait pas vocation à être définitive. Mais malheureusement, certains confondent RSA et revenu universel, comme cela existe dans d'autres pays ou États américains, un revenu universel qui est octroyé du plus pauvre au plus riche sans la moindre condition. En attendant, la CGT a déclaré: si on gagne, on ralentira probablement ceux qui voudraient opérer ce type de contrôle ailleurs. Une belle manière d'encourager d'éventuels fraudeurs et de se moquer de ceux qui payent. Ce qui me fait peur, finalement, c'est la judiciarisation d'une pratique de contrôle parfaitement légitime et normale. Moi aussi. Ça, c'est tout de même inquiétant et j'espère que le tribunal relaxera. Samuel? Ça m'a pas inspiré grand-chose. C'est des problèmes qu'on connaît, qu'on a. Bon, l'important c'est que on ait pu trouver une solution, que les organismes de contrôle puissent fonctionner, et surtout qu'on puisse avoir de la visibilité sur l'argent public jusqu'à un certain point. Moi, ça nourrit ma réflexion suivante. Tout ce qui est gratuit ou sans engagement n'a pas de valeur. Et par conséquent, c'est important d'insister sur le A de RSA. Je crois que, comme pour les impôts, il faut que tous les Français payent même ne serait-ce qu'1 euro d'impôt parce que vous appartenez à la communauté nationale, donc vous participez. Et sur le RSA, eh bien, vous participez à la recherche pour vous-même d'un nouvel emploi. De la même manière que ceux qui sont en prison devraient, s'ils en ont les moyens, participer aux frais de leur emprisonnement. Et ainsi va la citoyenneté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit en République. Rien n'est gratuit, c'est l'État qui paye. Rien de gratuit, ce sont les citoyens qui, par le fait de payer ne serait-ce qu'une modique somme, montrent leur attachement au système démocratique. Donc vous dites que la CGT abuse un peu Bah bien sûr, là c'est une évidence. Là, ils se sont en train de se faire le gars là, le président, il est Renaissance, il est il est macroniste, il est ou Horizon. Enfin, il est dans ils se font quelqu'un de l'exécutif. Non mais ce que je trouve de fou, c'est que ça a baissé de 24,4% dans le département du Finistère, qui était un département test. Au point qu'on a fait ça pour toute la France. Et qu'on ose faire un recours
Alors que le principe est beaucoup plus efficace. On est 8 fois plus efficace pour sortir les gens du RSA avec cette méthode que la méthode qui est appliquée ailleurs. Et face à une méthode qui marche, qu'est-ce qu'on fait ? Un procès. Mais je vous laisse imaginer, parce que Philippe Bilger, je vais peut-être doucher vos illusions, mais imaginez que le tribunal condamne et que l'État soit obligé de revenir à l'ancienne méthode partout en France. Vous imaginez le fiasco ? Derrière, d'ailleurs, c'est une opposition de fond de la part de la CGT non seulement au contrôle qui est exercé, mais je dirais au fond de ce qui a été mis en place. Non mais imaginez que le tribunal n'aille pas dans votre sens et dise c'est du surcontrôle, c'est scandaleux. Et là, on est peut-être obligé de revenir en arrière de partout. Mais une méthode qui marche, on la met pas au tribunal, moi je sais pas, non ? Non, puis je trouve que même stratégiquement, la CGT, c'est pas bien joué. Parce que la CGT, elle devrait défendre les travailleurs. Or, dès qu'il y a des abus, des choses comme dès qu'il y a des abus, eh bien, ça joue toujours contre ceux qui, eux, cotisent, contre ceux qui financent. Tout ce qui a été volé ne peut pas être redistribué, c'est ça le problème. Et donc, je trouve que c'est pas le rôle de la CGT de favoriser la fainéantise. La CGT doit être au contraire aux côtés des travailleurs. Merci Philippe David, en tout cas retrouvé en podcast bien entendu toujours sur Sud Radio. Vous restez avec nous dans un instant, un ministre sera nommé et ce sera le ministre de l'économie et puis juste derrière le qui c'est qui l'a dit. Est-ce qu'on va s'écharper là-dessus ? Eh ben peut-être encore, tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, on aurait pu avoir des ministres, un ministre avec Luc Grain, un ministre avec Samuel Botton. Ministre de la médiation. Ouais, avec Philippe Bilger. Bon, Philippe Bilger, on sait que c'est l'intérieur. L'intérieur. La justice, non, garde des Sceaux. Non moi, vous savez, je suis très vaniteux, ma chère Cécile. Lui, vous voulez Premier ministre. C'est Premier ministre au président. Voilà, c'est ça. Vous, c'était quoi ? Je n'ai aucune ambition, donc porte-parole du gouvernement, me suffira. C'est pas mal. C'est bien, c'est intéressant. C'est plutôt bien. Luc, vous, quoi ? C'est quoi, vous ? Moi, j'aimerais bien mettre en place la médiation de manière plus développée dans le pays. Donc, s'il y avait une mission, même pas besoin du titre de ministre, une mission pour développer la médiation dans ce pays, je serais partant. Et puis, Philippe David, président. Non, je suis pas partant. Non. Non, mais lui, on va le mettre président. Non, mais c'est les affaires étrangères. Non, moi, ce que j'aimerais dans ces cas-là, c'est la défense, là. C'est la défense. Que j'aime bien l'Émilie, monter dans un Rafale, aller dans un sous-marin nucléaire. Pour porter c'est pas des vacances quand vous passez. Non, mais vous inspectez les unités, vous faites ça avec projet SCAF. Mon cher Philippe, il est mort, le projet SCAF. Il faut le reprendre. Mais vous rigolez, les Allemands veulent nous enfler comme d'habitude, donc heureusement qu'on n'est plus dedans. On pourrait créer pour vous un ministère de la mesure. Ah bah c'est bien. Une nouvelle dénomination. Vous vouliez les affaires étrangères ? Non. Les affaires étranges, vous irez beaucoup mieux. La défense, ça j'aimerais. Ou les sports. Ministre de la bonne bouffe. C'est pas mal. Non, ça, ou ministre du hors-sujet, c'est pas mal aussi. Alors, permettez-moi de vous dire une chose, c'est que les ministres en France de la culture, je pense, ne s'occupent pas assez de la gastronomie. C'est vrai. Mais il y a eu un ministre comme ça avant, le ministre du temps libre. Oui, ça n'a pas duré longtemps. Monsieur Henry. Moi, je vais vous dire. Ministre des terroirs, ce serait intéressant. Non, mais un ministre de la culture doit s'occuper de la bouffe, parce que c'est notre culture. Bien sûr. Eh bien, on va transmettre au plus haut. C'est pour ça que la baguette a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Absolument, entre autres. Allez, et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et Jean nous appelle de Longjumeau, 0826 300 300. C'est un ministre très sage, hein. Il préfère qu'on l'appelle Jean. Mais je vais quand même l'appeler Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc ministre de l'économie. On vous écoute puisque à chaque fois vous avez les ministres ont des propositions à faire. On a envie de les entendre. L'économie, moi je ferai trois choses. Premièrement, je vais enfin régler le problème de la fiscalité dans la restauration. Et vous avez parfaitement raison. Il y a longtemps que la restauration française devrait être dans le ministère de la Culture et dans le ministère de l'Éducation nationale pour réapprendre à tout le monde à manger correctement et à savoir ce que l'on met dans l'assiette. Deuxième proposition, moi je ferai payer tous les Français les impôts, même 10 €, mais au moins on doit tous participer au collectif.
parce que ça paraît normal. Or, les politiques se sont toujours amusés à faire croire qu'ils allaient baisser les impôts, alors que c'est l'impôt direct n'est pas le pire des impôts. Le pire des impôts, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse TVA. Et puis, il faut mettre au ministère quelqu'un qui fait de l'économie, pas de la politique. Et on entend tellement de personnes super intéressantes, genre par exemple Édouard Leclerc, vous mettez au ministère de l'économie, il sait ce que de gagner de l'argent, il sait ce que c'est que de gérer des entreprises. Pour la restauration, depuis Juppé, on essaye d'expliquer, et aujourd'hui encore plus qu'ailleurs, qu'il y a plusieurs types de restauration, et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de protéger la restauration, non pas en nous inscrivant à l'UNESCO, d'ailleurs c'est pas la restauration qui est à l'UNESCO, c'est le repas gastronomique à la française que plus personne ne pratique, mais c'est pas grave, on est au musée, ça fait plaisir à certains, mais il faut revenir à une TVA que Sarkozy avait compris et mis, c'est-à-dire 2 taux, un 5,5 à Niaizy, mais uniquement pour la restauration artisanale qui est fait maison, et la restauration rapide, Juppé voulait le faire. Il y a une chaîne de restauration qui a mis sa pression et c'est pas arrivé, c'est de mettre cette restauration qui, en termes de santé, est une catastrophe parce qu'à le pratiquer tous les jours, et vous avez fait plein d'émissions là-dessus sur poulet croustillant et j'en passe, et il faut que cette TVA monte à 20% pour la restauration rapide parce que leurs marges sont tellement conséquentes qu'ils ont largement de quoi payer, et grâce à cette rentrée d'argent, vous allez pouvoir en utiliser une partie pour communiquer, éduquer, former sur les bonnes manières et les bonnes pratiques alimentaires. Et je pense qu'il est temps de le faire, parce que dans 3-4 matins, vous aurez plus le choix qu'entre, si vous avez de l'argent, vous allez chez un étoilé, et encore les étoilés, mais ils sont pas en grande forme. Mais la restauration, entre les deux, il n'y en aura plus. Hein. C'est déjà un peu le cas. Et donc, il est temps, archi temps de la sauver. Monsieur le ministre, c'est Philippe David. Moi, je suis entièrement d'accord. Alors, avec quand même une mise au point, c'est que la TVA qui avait été baissée par Sarkozy, beaucoup de restaurateurs ont baissé 3 produits, ceux qui étaient le moins vendus. Ouais. Je sais pas, moi, les riz de veau, les rognons et les rognons blancs. Alors moi, ça va, j'adore les 3, donc ça me gênait pas, au contraire. Et ils en ont profité pour augmenter leur marge. En revanche, moi, la TVA plus basse pour la restauration traditionnelle et plus élevée pour les fast-foods, j'applaudis dès demain. Parce qu'il y a un enjeu de santé publique, comme le disait Monsieur le Ministre, et il y a un enjeu culturel. Les Français sont pas des mangeurs de hamburgers. Ils sont des mangeurs de riz de veau, ils sont des mangeurs de poularde de Bresse, etc. Philippe Bilger. Il m'a l'air remarquable, ce ministre. Il en fait plus long que les citoyens. Luc Gras. Moi, je proposerais, en tant que conseiller du ministre, une innovation. Je souhaiterais qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage dans ce pays de faire la proposition suivante: revoir la fiscalité de tous les métiers de service aux personnes, les infirmiers, les EHPAD, etc. On devrait distinguer dans l'impôt français ceux qui ont un métier au service des personnes, de l'humain, de tous les autres métiers, tout à fait respectables, mais qui ne sont pas de même nature. Allez, Samuel Botton. Non, moi juste m'opposer à cette distinction qu'on ferait sur la restauration traditionnelle et les fast-foods, et répondre à Philippe sur le fait que la France n'est pas un pays de mangeurs de hamburgers. Bien sûr que elle l'est. C'est un pays de mangeurs de kebab aussi. C'est un pays de mangeurs de poulet et de testicles aussi. Et ça l'est devenu. Pourquoi ? Parce que on a tiré sur toutes les limites de notre pouvoir d'achat. Là où je vous trouve très dur sur les fast-foods, et encore plus sur cette nouvelle génération de fast-foods, c'est que ce sont des fast-foods français qui ont été mis en place par des entrepreneurs français. C'est-à-dire, faites bien le distinguo entre Master Poulet et quelques chaînes et McDonald's, Subway et quelques autres. C'est pas la même chose, c'est pas la même alimentation, c'est pas la même exigence non plus. Et donc c'est là que ça me chagrine un peu d'avoir cette distinction, en effet, parce c'est vrai que certains McDo ont fait beaucoup d'efforts, en tout cas sur la traçabilité. Sur la traçabilité, même les produits qui sont à 95% français, il me semble. Non, mais ça c'est vrai que dans ce domaine, McDo a joué le jeu, ça c'est clair. Voilà. Mais McDo comme d'autres. Mais je disais pas que McDo. Non, bien sûr. Attendez. Mais tout ça pour vous dire qu'on mange quand même beaucoup de hamburgers en France, et donc vous mélangez tout. Pour pointer aussi du doigt la restauration traditionnelle, qui a quand même failli à sa mission largement ces dernières années, en témoigne l'état dans lequel elle est aujourd'hui, avec des prix exorbitants, des produits qui ne sont pas forcément frais, du surgelé. Et là, vous avez mis le doigt sur un point très important, c'est la question du fait maison. Mais on s'est déjà attaqué à ce problème, et avec des résultats qui restent, à mon sens, mitigés. Moi, une réponse en 20 secondes. Moi, je trouve Samuel quand même très américain. Je défends la gastronomie française. Jean. Monsieur le ministre. Vous confondez. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais je connais tellement mon métier depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 67, et je l'ai pratiqué pendant 40 ans. Et je pense que
vous mélangez la traçabilité, les produits achetés ou pas achetés. Le problème, c'est qu'il y a un problème de santé publique. Les jeunes n'ont pas la culture que j'ai, ni celle de Philippe David. Effectivement, des rognons, ils savent plus en manger, des rivaux, ils savent plus en manger, ils savent pas pourquoi. Et ils bouffent. Et aujourd'hui, ils bouffent pour pas cher et on leur fait croire parce que c'est pas cher que c'est intéressant. Non. Ce qu'ils mangent pas cher est de très mauvaise qualité, même si c'est acheté en France. Et quitte à acheter des produits détestables, autant les acheter aux agriculteurs français. Oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a une fiscalité extrêmement défavorable à une restauration. Et puis tous les clichés, qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ceci, qu'on n'a pas fait cela. Si vous tenez un restaurant, vous savez très bien, on savait très bien que ce qu'on achetait à 5,5, on le revendait à 5,5, et ce qu'on achète 19,6, c'est-à-dire les alcools, on le revendait à 19,6. Donc il n'y avait aucun problème. Après, c'est d'autres sujets, la traçabilité, la qualité et tout le reste. Mais bon, je ne sais pas si je vous prendrais peut-être quelques-uns, je les prendrai en consultant. D'accord. Allez, merci, monsieur le ministre. Et la police qu'on a entendu derrière, c'est pas pour vous. Il venait vous chercher. Non, c'est pas pour moi. Et hier soir, j'ai mangé des rognons sauce au calvados. Fabuleux. C'est magnifique. Ah, c'est ça l'odeur. Merci, monsieur le ministre. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, les amis. Tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a dit sur l'accord Iran-USA? Les prix à la pompe devront refléter les baisses des cours du Brent. Les baisses devront aussi être aussi rapides que les hausses l'ont été. Leclerc? Non. Serge Papin? Non, une femme. Maud Bréjean. Oui. Bonne réponse de Samuel Maud Bréjean, porte-parole du gouvernement. Qui c'est qui l'a dit? On ne peut pas accepter qu'à chaque victoire, que ce soit le PSG ou l'équipe de France, on sait déjà à l'avance qu'il va y avoir des dégradations. Est-ce que ce serait pas ce matin sur Sud Radio avec Franck Alizio? Non. Non, c'est pas le même bord. Non. Retailleau? Non. Je vous donne un indice pour les trois. Oui. Abaya. Attends. Il était plus rapide. D'un quart de seconde. Pourtant, je croyais qu'on voit vers qui penche le cœur de Samuel. Attal, connaît par cœur. Président du groupe EPR. Il y a eu deux grandes mesures, Gabriel Attal, c'est l'abaya et le retour de l'uniforme à l'école. Allez. Et ceci en 15 jours. Qui c'est qui l'a dit? La question de l'immigration est posée. Nous devons savoir en parler. Alizio? Non. Ah non, pas le même bord. Non, toujours pas. Ah, Clémence Guettet? Non. Il sera l'invité de Sud Radio, de France Acquis, demain matin. Demain matin. Mais nous, on a vu le programme parce qu'on en a pas anticipation. Vous connaissez pas... Oui, de gauche, oui. De gauche. Oui, alors je vous aide. À chaque fois, je vais dire un mot. Oui. Barbecue. Roussel. Décidément, je suis d'une lenteur. Ah oui. Fabien Roussel, secrétaire général du PCF. Qui c'est qui l'a dit? Il faut interdire la politisation des syndicats dans le monde de la justice. Darmanin? Non. Facile. Brugère? Non. Un homme politique. Je dis un truc? Oui. Formule 1. Ah, oui, Fillon, ça tenait. Bardella? Bardella, oui. Bardella. Oui. Non, mais quand vous dites Formule 1, je pense tout de suite à Châtel, en fait. Luc Châtel, qui s'occupe des constructeurs. Sauver l'honneur. Qui c'est qui l'a dit? Emmanuel Macron aurait pu trouver mieux pour terminer son mandat qu'inviter un président suprémaciste. En parlant de Trump, évidemment. Hein. Mélenchon? Non, presque. Et Guettet, du coup. Non. Bonne réponse. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui l'a dit? Tiens, elle est courte celle-là. En France, les élites n'aiment pas le commerce. Leclerc. Bonne réponse. Bravo, Philippe. Vous avez ouvert votre compteur. J'espérais lire que j'ai failli gagner. La dernière. Non, Trump n'est pas un modèle. Le modèle pour la France ne peut être que français. Ah, c'était Alizio, ça. Bonne réponse. Alizio et Franck Alizio. Bon, écoutez, député RN, c'était ce matin sur Sud Radio. Bon, on va pas dire que c'est passé. Le niveau est plus élevé avec Ménard et Revel. 5 points, c'est sympa pour eux. 5 points, 1 point. Donc. C'est Samuel Bautou. Ah bah oui, 5 points. Et après, il nous dit qu'il n'a pas révisé. Ouais, genre. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais, oui. Bon, en tout cas, ça va, Philippe? Ça va bien. Bon, ça va. On sera plus rapide la prochaine fois. Reconnaissez, à chaque fois, j'ai failli l'avoir, mais Samuel a été trop rapide. Voilà, la prochaine fois. Les intellectuels, ils prennent le temps de méditer avant de parler. De lenteur. Voilà, on lui mettra un tacle. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur les affaires, bien sûr, l'IANA, des accusations visant que Patrick Bruel, qui relance le débat sur l'influence de la médiatisation dans les affaires judiciaires. Et oui, on vous pose cette question.
question. La médiatisation des sites tels de la sévérité de la justice, eh bien vous dites oui à 73%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on est ensemble jusqu'à 19h, à tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. De cette table avec, bien entendu, Luc Gras, Samuel Botton et Philippe Bilger. J'en profite pour vous dire qu'à partir de 19h, François-Louis Bourneau et Philippe David seront en direct. Et on parle de quoi ce soir, Philippe ? On va parler du bac. Il y a eu l'épreuve de philosophie aujourd'hui. Toujours intéressant, les sujets étaient très intéressants d'ailleurs. Est-ce que pour vous, le bac, ça sert encore à quelque chose ? Est-ce qu'il a une valeur ? Est-ce qu'il faut continuer à faire de la philosophie ? La France étant le seul pays à faire de la philo lors de la fin des études secondaires. On va parler du G7. Est-ce que pour vous, le G7, ça peut changer votre vie puisqu'il commence à Évian ? On peut dire que c'est pas franchement très sympa pour nous. Trump, ce qu'il propose, il va être 100% de taxes sur les vins et champagnes français. Et on finira avec une belle histoire. Quelqu'un qui nous avait appelé pour nous parler d'un problème de curatelle il y a quelques mois. Et sa curatelle vient d'être levée. Et ça nous fait très plaisir. Et ben voilà. Et ça, c'est un bon point pour lui et pour Sud Radio, bien entendu. Et tout de suite, c'est la question du soir. On a malheureusement élaboré, depuis un certain nombre d'années en France, une sorte de droit à l'inexécution des peines. La justice n'a jamais été aussi sévère. Le nombre de déferments, c'est-à-dire de présentations au parquet, par exemple pour des faits de violence intrafamiliale, de violences faites aux femmes, ce nombre de déferments, il a augmenté de 200%. Mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Elle n'a jamais eu autant de moyens, un budget de la justice qui a augmenté de plus de 30%. Il existe aussi d'autres réponses que la prison. Les vraies voix Sud Radio. Et Janie est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Janie, bienvenue sur... Bonsoir, bienvenue. Est-ce que la médiatisation décide de la sévérité de la justice selon vous ? Alors, je dirais oui, mais ça nécessite quand même une explication, parce que c'est pas un oui total quand même. Hein. On vous écoute, allez-y Janie, expliquez-nous ce que vous avez envie de dire en tout cas. Alors là, je trouve qu'aujourd'hui la justice est totalement dépourvue de son sens, de son éthique. Je reste intimement convaincue que la médiatisation de cette affaire, entre parenthèses affaire Bruel, est d'une part un outil, un prétexte pour éviter de parler de sujets très préoccupants sociaux et politiques qui concernent la nation. Il n'en reste pas moins que ce triste cire, qui semble-t-il quand même fait partie d'un entre-gens qui se cooptent, se soutiennent, entre gens dont beaucoup de magistrats. Alors s'il devait y avoir une justice en la circonstance, elle ne serait que la résultante démagogique et à mon sens hypocrite face à cette situation dramatique qui révolte la nation tout entière. Et le problème, la situation de Bruel, la situation de cette pauvre enfant, c'est une carence absolument totale des moyens de justice, des moyens qui ne sont plus du tout mis pour défendre le peuple, mais qui sont juste l'affaire d'une caste qui fait preuve d'une corruption absolue et donc il serait grand temps de faire dans lequel il serait grand temps de faire du nettoyage. Janie, restez avec nous. Philippe Bilger. J'aime beaucoup défendre l'institution judiciaire et Fanny me met dans une position relativement facile, en tout cas sur tel ou tel point. On ne peut pas parler de corruption absolue. Je ne suis pas persuadé que le problème des moyens soit central. En revanche, vous avez raison d'avoir posé cette question. Je me souviens de certaines affaires très anciennes où une formule avait beaucoup impressionné. On disait ça n'est pas le trouble à l'ordre public que condamne la justice, c'est le trouble à l'opinion publique. Et c'était parfois vrai. Mais en l'occurrence, dans les affaires auquel Sud Radio fait allusion, je ne suis pas sûr que la médiatisation est responsable de quoi que ce soit. Alors on en a beaucoup parlé et je voudrais terminer là-dessus. Si la médiatisation était responsable de quelque chose de plus sévère ou de plus accablant, eh bien l'affaire Bruel en donnerait l'exemple inverse.
puisqu'en réalité, je crois qu'une majorité de citoyens, contrairement aux apparences, aurait été favorable à la mise en détention de Patrick Bruel, et de fait, la justice, et je trouve qu'elle a bien fait, l'a condamné à un contrôle judiciaire avec une caution de 500 000 euros. Alors, moi je crois déjà plusieurs choses. C'est vrai que la justice peut faire preuve de célérité. J'ai pas dit sévérité, mais célérité dans certains cas, d'être un peu plus lente dans d'autres. Je me rappelle, tiens, le parquet national financier, un certain François Fillon, il y a un article dans le Canard enchaîné le matin, 2 heures après, tout est lancé, sa campagne est torpillée. Je suis pas un supporter de Fillon, mais je pense que pour d'autres politiques, c'est allé un peu moins vite dans d'autres histoires. Ce qu'il y a de terrible dans l'affaire Liana, de terrible, c'est que il faut qu'il y ait le meurtre ou l'assassinat, c'est la justice qui décidera de Liana, pour se rendre compte qu'il avait déjà une affaire de viol avant, et que même son frère avait une affaire de viol. Mais c'est grâce, malheureusement, à la... Et le père aussi. Et le père aussi. Qui a eu une médiatisation. C'est pour ça qu'on a tout réouvert. Mais il n'y aurait pas une médiatisation. Je pense que le dossier dormirait certainement encore en dessous d'une pile quelque part dans un commissariat ou un palais de justice. C'est terrifiant, mais c'est certainement le cas. Luc ? 3 observations. On a parfois quand même l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures dans tous ces sujets-là. Il y a des prédateurs sexuels qu'on connaît, qui sont identifiés, ils n'ont toujours pas été jugés. Lesquels ? Pardon, vous l'avez dit tout à l'heure, je serais curieux de savoir lesquels. Tous ceux qui sont dans des dossiers PPDA, qu'est-ce qui se passe ? Ça continue. Ça continue, pourquoi ça avance pas ? Mais ça avance. Ça avance doucement. Mais il sera jugé très tard. Bon, enfin voilà, hein, par exemple. C'est vrai que c'est pas très Deuxième rapide, point, quand même, hein. il y a quand même au-delà de tout, il y a 2 sujets. Le sujet bien connu par nous tous ici, c'est le budget de la justice globalement, où en gros, pour faire simple, un Allemand, les moyens allégués à la justice en Allemagne sont 2 fois supérieurs à ceux de la France, qui se trouvent pas très bien placés en Europe. Donc ça, c'est une question de moyens. Mais je voudrais dire au-delà, le deuxième point, c'est que c'est une responsabilité collective. Il y a une sorte de négligence quand il y a un type comme ça. Enfin, c'est incroyable que il y a la justice, mais il n'y a pas que la justice. Il y a la citoyenneté. Personne n'a repéré ce type-là qui prenait dans sa voiture tous les matins la petite jeune fille, etc. Enfin, il y a une responsabilité collective et il y a une perte des valeurs morales dans cette société, et on rejette par exemple les valeurs judéo-chrétiennes. Enfin, l'attention aux voisins, l'attention, ça existait. Aujourd'hui, on a l'impression d'une société de marché où c'est chacun dans son couloir pour se faire du fric, pour réussir socialement, c'est vrai, etc. Vous avez raison, il y a des associations qui s'appellent les citoyens en éveil, par exemple. Oui. Alors, mais c'est très bien, il faut prendre des initiatives, mais on a perdu le sens de la solidarité, du voisin, du voisinage, et je pense que c'est aussi ça, et que c'est trop facile de taper sur les juges, trop facile de dire il y a ça qui fonctionne pas, il y a pas les moyens. Il y a aussi une responsabilité collective. Après, il y a beaucoup de gens qui alertent et il se passe pas grand-chose non plus. C'est pas normal. Vis-à-vis de l'école, et c'est souvent le cas aussi. C'est pas normal. Samuel Botton. Pour reprendre votre question, la médiatisation décide-t-elle de la sévérité de la justice ? Je vous répondrai non. Par contre, elle peut décider de la réactivité de la justice et de l'impact, célérité, comme je disais. Célérité, comme vous disiez, et de l'impact que ça peut avoir. Penser que la justice serait soumise à des codes médiatiques et agir en fonction de ce que dicte l'opinion publique, je n'y crois pas une seule seconde. Par contre, pour prendre un exemple... En tout cas, il y a des cas qui le prouvent. C'est-à-dire ? Là, en l'occurrence, sur l'affaire Liana, non. Vous avez effectivement un surgissement médiatique qui permet d'alerter sur d'autres mots, mais qui ne fait pas que l'affaire va être traitée avec plus de sévérité. Et puis c'est pas forcément la justice. Et c'est pas forcément la justice. Par contre, dans le cas, par exemple, totalement décorrélé à ne pas mettre au même niveau de Nicolas Sarkozy, j'ai tendance à penser très personnellement qu'il a à un moment payé sa communication, et alors du fait qu'il soit aussi coupable, mais qu'il a payé sa communication et ses déclarations, et que justement ce temps-là médiatique a joué en sa défaveur. Donc encore une fois, quand on parle de médias et justice, il y a différents marqueurs à prendre en compte, il y a aussi des points d'équilibre, et il faut quand même garder en tête que la justice a encore une certaine souveraineté, et qu'il est très important qu'elle puisse aussi se tenir, je crois que c'est vous qui le disiez, Philippe, à l'écart justement du brouhaha médiatique pour ne pas se laisser influencer. Elle doit traiter les sujets selon droit, selon les règles. Et alors après, effectivement, il y a parfois besoin d'un coup d'accélérateur. On l'a vu à plusieurs fois, et notamment sur ce plateau, autant de fois qu'on a pu aider.
quand il y a médiatisation, il y a effectivement plus de réactivité derrière. En fait, il faut faire, me semble-t-il, attention à la distinction entre médiatisation et le fait que la normalité judiciaire est très imparfaite. Je veux dire par là que et qu'en réalité on ne se penche sur elle que lorsqu'il y a des crises. Vous avez raison, Cécile, et c'est pas propre à la justice. Dans d'autres domaines, c'est comme si on attendait pour réformer ce qui, dans la banalité du quotidien, n'est jamais surveillé, que la crise. Et en général, je suis très pessimiste. Ça va durer quelques temps, quelques semaines. Peut-être y aura-t-il tout de même des sanctions demain ou après-demain si les rapports désignent des coupables. Mais en général, tout ça, en réalité, après l'effervescence, retrouve un calme plat. Et là, ça pose quand même la question des dysfonctionnements à l'intérieur des institutions et notamment le ministère, parce que c'est vrai que faut un scandale de cette nature, un drame de cette nature pour que on regarde de plus près l'histoire de la famille de ce type, etc. Or, ça devrait être le boulot du ministère d'être très vigilant là-dessus. Pas de prévention, mais de la réaction systémique. C'est ça. Systématiquement. Merci en tout cas beaucoup. Merci beaucoup Fanny. Non, pas du tout. Elle s'appelle pas du tout Fanny. Jannick était avec nous. Merci pour votre témoignage. Dans un instant, la petite phrase du jour. C'est Franck Aliso, député RN des Bouches-du-Rhône, qui était au micro de Jean-François Achillis ce matin sur Sud Radio. Et on en parle dans un instant. Sud Radio. Encore aujourd'hui avec Luc Gras, politologue et auteur de ce livre, La démocratie en péril. Hein, il est bien ce livre. On serait avant la fête des pères. On est encore à la fête des pères. Dimanche prochain. Très beau cadeau. Mais pourquoi que des pères ? Parce que c'est la fête des pères, c'est une opportunité. La fête des mères est ton passé. Mais c'est la fête du dimanche, du lundi, du mardi, du mercredi, pour les vacances, une réflexion, un petit livre qui est pas trop épais, mais dont le contenu est quand vous intéressant. L'aurez lu, ça vous permettra de caler un meuble, voilà, par exemple. Voilà. C'est utile. Là, il faut qu'il y ait un gros écart. Il faut l'avoir lu du livre. J'accepte, mais que si on l'a lu. Mais bien entendu. Alors les moi, j'ai livres fait dont un on livre. veut se débarrasser, malheureusement, ce sont ceux que les gens ne prennent jamais. Moi, mon livre, il cale des armoires aujourd'hui. Hein. Oui. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Pas de livre à sortir ? Si, moi je suis en train de compiler les 1000 meilleures blagues de Philippe David. Ah ouais, vous avez raison. Donc ça va nous faire un sacré pavé et ça sera impeccable pour le barbecue. Mais ça va nous faire et un encore, carton. vous les traitez avec délicatesse, les livres que vous n'aimez pas, Cécile. Ouais. Parce qu'en général, on les place ailleurs. Ah ouais, alors que des blagues, j'en ai pas fait depuis longtemps. Ouais. Trop longtemps, Philippe. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a un problème. Allez, Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, était l'invité ce matin de Jean-François Achillis sur Sud Radio. Écoutez. Les vraies voix Sud Radio. Que l'Europe commence à se réveiller en matière d'immigration après 20 ans, 30 ans, non seulement d'aveuglement, mais de politique pro-immigration, une idéologie pro-immigration. J'ai été conseiller ministériel il y a maintenant plus d'une dizaine d'années sous Nicolas Sarkozy, je l'ai vu, nous étions avec Pierre Lelouch au ministère des Affaires européennes, nous l'avons vu cette idéologie à l'œuvre, et elle a fait beaucoup de mal. Qu'aujourd'hui l'Europe commence à ouvrir les yeux. Et donc peut-être que demain, lorsque nous serons aux affaires en France, il sera plus facile de réorienter de manière radicale cette politique d'immigration. Non, c'est plutôt l'Europe qui doit dire merci au Rassemblement national de défendre des thèses depuis 20 ans qu'elle a mis 20 ans à comprendre et à appliquer. Philippe ? Sur beaucoup de sujets, et notamment l'immigration, j'ai de plus en plus l'impression que, certes, tout le monde n'est pas d'accord en France avec le constat qui généralement est très pessimiste, mais à chaque fois je me dis, mais de toute manière, quel que soit le pouvoir qui viendra, eh bien, il y aura une déception forte entre le constat, les promesses et la réalité de ce qu'on pourra accomplir, à supposer qu'il faille le faire. Je suis d'accord. Le futur ex-maire de Marseille, parce qu'il avait aussi annoncé qu'il serait maire de Marseille, je trouve que il a raison de dire que c'est bien qu'au moins il y a une ligne politique, on est pour, on est contre, mais au moins, il semblerait que l'Europe ait une ligne politique, mais cette ligne politique, elle est incomplète, parce que on ne peut pas parler, et c'est vrai aussi pour le Rassemblement national, on ne peut pas parler de fermeté sur l'immigration si on parle pas en même temps des solutions. Or, on peut pas fermer les frontières comme ça. Vous savez, en 2050, il y aura 1,250 milliard
2 milliards 500 millions, c'est aujourd'hui qu'il y a 1 milliard 250 millions d'Africains, il y aura 2 milliards 500 millions. Comment vous allez empêcher toutes ces populations affamées de monter au nord? Il faut en même temps que la fermeté, il faut avoir une réflexion politique, c'est ça la grandeur de la politique, une vision pour voir comment ce continent africain au sud peut-être se développer pour s'autonomiser, pour garder ces populations. Et ce qui est très gênant dans le discours du Rassemblement national, c'est que sur cette partie-là, il n'y a rien du tout. C'est epsilon. À gauche, c'est parfois pire, ils n'osent même pas aborder la question de l'immigration. Donc en France, on est vraiment hémiplégique sur ces questions-là. Il faudrait un homme politique qui ose regarder en face la question de l'immigration avec aussi des solutions. Samuel ? Non, le problème quand on traite d'une question, quelle qu'elle soit à échelle européenne, c'est que nous ne sommes pas seuls à décider. Et il faut prendre en compte les institutions, les politiques qui sont menées, et souvent en désaccord avec nous-mêmes. D'ailleurs, on a souvent eu le débat sur, par exemple, la question de l'Allemagne, qui a toujours eu plus tendance à se battre pour elle-même plus que pour l'Europe. Ouais, toujours. Donc ça nous renvoie à cette question sur l'immigration. Et je rejoins